Fait que salut Alain, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ça fait plaisir. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on parle de bien sûr de toi, de Arobase personnel, de ton parcours, de Workbase aussi, votre nouvelle business de coworking. Mais je veux surtout, c'est ça, parler de l'individu qui est derrière la business, derrière tout ça. Des fois, on oublie que oui, il y a un front, il y a l'entreprise, mais Toujours. il y a quelqu'un derrière, puis il y a un parcours, il y a un cheminement qui est fort intéressant aussi dans ton cas. Fait que si tu veux nous raconter un peu comment que à la base, je pense qu'on s'est déjà parlé. Star Wars, c'est quelque chose qui a eu une grande influence dans ta vie. Puis si tu veux nous en parler un peu plus comme ton enfance, puis justement, qu'est-ce que ça a changé, Star Wars? C'est clair qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures. Je te dirais que ma vie a été comme segmentée en trois. Là. Il y a la première partie qui est l'enfance où je pense que c'est une enfance difficile avec où il y a beaucoup d'intimidation, du bullying là, pour le terme anglophone, où j'ai vécu ces moments difficiles que beaucoup de jeunes vivent régulièrement, qui t'amènent à te renfermer sur toi-même, pas avoir d'amis, pas communiquer, etc. Fait que de 0 à 11 ans, c'était essentiellement la façon que je vivais. Puis ma façon de me sécuriser ou de me sortir de ça, c'était les comics. Donc, les histoires de Marvel, donc Captain America, Iron Man, c'était mon univers quand j'étais jeune. C'était eux mes amis, dans ma tête. La transformation que tu mentionnais de Star Wars, ça, c'est de 11 à 12 ans. C'est lorsque Empire Strikes Back est sorti, l'Empire contre-attaque. C'est le film qui m'a littéralement amené à la deuxième phase de ma vie, complètement. C'est un film qui m'a transformé. Je pense qu'il a transformé beaucoup de gens parce que j'écoute beaucoup d'histoires sur ces films-là au travers des derniers 40 ans. Puis il y a eu beaucoup de vidéos sur des gens qui ont été touchés et transformés de ce film-là. C'est pour ça que c'est peut-être un des seuls films qui ont autant de followers, autant de following avec des méga conventions à laquelle je suis allé à quelques reprises. Mais c'est ça, mais les significations de ce film-là, pour pas trop élaborer longtemps, mais dans la formation du Jedi et Yoda, quelques messages clés que Yoda a passés m'a transformé. Ouais. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux faire ce que je veux. Il n'y a aucun défi qui est assez grand pour relever. Ouais. Il suffit d'y croire, de visualiser, puis d'aller de l'avant. Dans le fond, c'est un peu le message qui était convoyé par ce film-là. Ouais, puis des fois, les gens voient un film comme ça, puis on le voit juste pour le divertissement, mais il y a des leçons derrière. Des fois, quand on s'attarde un peu à l'histoire, puis quand on l'observe, il y a des leçons. Justement, toi, tu en as 3, je pense, principales que j'ai retenues là-dedans. de Star Wars. C'est ça. Les 3 messages de Yoda, c'était pendant l'entraînement et que le maître disait à son élève de déplacer des objets avec son esprit. Puis quand il commençait à le pratiquer, puis à mesure que les objets grossissaient, mettons, le Padawan, là, c'est peut-être le nom qu'on donne au Jedi qui est en formation, qui lui dit, mais oui, mais elle est trop grosse, la pierre. Puis le maître qui lui dit, mais non, la grosseur, c'est dans la perception. En anglais, c'est « size doesn't matter ». Donc, c'est pas important la grosseur du défi. Pour moi, c'est l'interprétation, c'est qu'il n'y a pas d'importance sur la grosseur du défi, c'est de quelle façon qu'on voit la grosseur du défi. Aussi dans l'avancement de l'essai, mais après à ce moment-là, il lui dit, mais déplace la pierre, puis là, le Padawan, Luke Skywalker dit, je vais essayer. En anglais, c'est « I'll try ». Puis le maître qui lui dit, c'est « do or do not ». There is no try. Donc, on fait ou on ne fait pas. On n'essaye pas. Fait que pour moi, c'était clairement, on n'essaye pas d'ouvrir une porte, on l'ouvre, on la ferme. On la garde fermée. Fait que si on l'ouvre, ça veut dire qu'on va de les devant, puis on traverse vers la prochaine étape. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis le dernier message, le plus gros, là, si on veut, c'est Luke Skywalker, son vaisseau est en train de couler dans une swamp. Pour ceux qui ont vu Star Wars, on sait tout de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Ouais. Mais le vaisseau cale dans la swamp, puis il le regarde, puis il dit « Oh non, ça y est, je suis fini, je suis pris sur cette planète, je ne serai jamais capable de partir. » Puis le maître lui dit « Mais utilise les pouvoirs, utilise ce que tu as mis en pratique, sors le vaisseau. » Il est beaucoup trop gros, non? Sors le vaisseau, tu es capable. Il a essayé, il n'a pas été capable.
Le maître l'a regardé, a sorti le vaisseau avec ses pouvoirs, l'a déposé. Puis quand Luke a regardé Yoda, puis il a dit « J'y crois pas ». Puis le maître lui dit « C'est pour ça que tu as échoué ». Donc, le plus grand message des trois, c'est faut croire dans ce qu'on veut faire. Ouais. Ça commence. Croire en ses capacités. C'est croire en tout. C'est juste y croire. Donc, si on y croit, puis on va de l'avant, on va réussir. Ce qui m'amène à mon premier défi. C'était ma voisine. Ta femme aujourd'hui? Ma femme aujourd'hui, mère de mes 3 enfants, grand-mère des 3 petits-enfants, 4e en route. Aussi. Félicitations. Merci. Donc, c'est ça. Donc, c'était mon premier défi. C'était de gagner le cœur de ce fille-là. Moi qui est un petit gars renfermé, qui n'a pas confiance en moi, puis c'était de développer cette confiance-là. J'ai tout amené avec moi, là, sa confiance. J'ai commencé à écouter plus la musique, à danser. Moi, c'était l'ère du breakdance. J'ai commencé à faire du breakdance. Je suis passé de l'enfant intimidé à l'école à faire partie des groupes des populaires, si on veut le terme qu'on utilisait, ou je ne sais pas s'ils utilisent ça encore aujourd'hui, mais des cool kids. Même au point que c'est moi qu'on venait voir des références pour la mode. Donc, c'était un... Ça a été une transformation. C'était une définition, c'est ça. Ça m'a transformé puis ça m'a défini pour les années qui ont suivi. Puis après ça, je pense que tu as été quelqu'un que, justement, tu as pris ça à la lettre, les leçons qu'il y avait dans ce Toujours, livre-là. jusqu'à aujourd'hui. Je le fais encore aujourd'hui, Ouais. à la lettre, sans exception. Puis ce qui fait que tu as beaucoup planifié, si on veut, qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie. Hein? Je pense que tu avais... Effectivement. Nous, on était d'une enfance où nos parents n'avaient pas d'argent, pas de moyens. On vivait dans un appartement, 2 familles, empilées un par-dessus l'autre. Puis ma femme aujourd'hui, ma blonde à l'époque, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Des parents qui fument, une partie qui fume, l'autre partie qui boit, les chicanes. C'est assez infernal dans ce type de vie-là, mais... Pour certaines personnes, c'est la vie qui ça va les définir parce qu'ils ont tendance à devenir, tu dis souvent, la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Ça veut dire que ça arrive fini par les influencer. Nous, ça nous a repoussés. Et les messages qui m'ont été convoyés par les Star Wars m'amenaient à croire, donc à lire du positif, à regarder sur le positif, à absorber toute l'information ou l'énergie positive que mon esprit pouvait prendre, puis d'éloigner le négatif, faisait que même la partie du négatif, c'était la famille aussi qu'il fallait éloigner. C'est comme le côté sombre de la force. C'était un peu comme le côté sombre, exactement. Côté c'est soit on allait devenir comme eux, ou soit on allait devenir ce que nous voulions devenir. Donc, on a commencé nos premiers plans. À tel âge, on allait partir en appartement. À tel âge, on va se marier. À tel âge, on a nos enfants. À tel âge, on va acheter notre maison. Puis on a tout défini ça. Jusqu'à même prédire 2 filles et un gars. Jusqu'à même prédire les enfants, exactement. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. On l'a même sur vidéo au mariage. Parce que j'avais dit, on va avoir 3 enfants, 2 garçons, un garçon, 2 filles, un garçon pour moi, puis 2 filles pour aider la mère à faire le ménage. Qui était naturellement la farce plate que j'avais sortie à cette époque-là, parce que les filles font pas le ménage plus. Ben non. C'est la mère qui fait tout. Puis à cette époque-là, ça passait encore, mais aujourd'hui, c'est moins bien vu. Des jokes comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que on va rester à la business et non l'humour, mais... C'est ça. Mais après ça, ça m'a amené à les défis. Qu'est-ce qu'on va faire pour aller de l'avant? Donc, si on veut atteindre ces objectifs-là, c'est définitivement pas travailler dans une shop comme nos parents. C'était d'aller dans un environnement où on fait contrôler un peu notre destin, la vente étant la meilleure place pour le faire. Ouais. Et j'ai commencé dans la vente automobile. Même juste un petit peu avant, j'ai vendu des balayeuses. Okay. C'était la meilleure école, je pense, qui n'existait pas. C'était dans un temps où on vendait des balayeuses. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais on vendait des balayeuses un peu comme dans le porte-à-porte. Ça, c'est une école extraordinaire pour le premier contact des défis de vente. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'est juste... Tu le faisais porte-à-porte? Il y a des appels qui se faisaient, appels qui se faisaient, puis une fois que les appels étaient bookés, nous, on entrait, puis on allait rencontrer les clients, puis il fallait leur vendre une balayeuse de 1200$, puis on parle des années 80. Ouais. C'est comme si c'était une balayeuse de 5000 aujourd'hui. C'était assez ridicule, mais j'ai réussi à en vendre pas mal. C'était une assez bonne école. Ça fait que ça m'a motivé à aller faire j'étudiais en même temps pendant ce temps-là. Ça m'a motivé à faire un vrai move de carrière. Je suis allé dans l'automobile. Donc, je suis arrivé à 20 ans comme vendeur d'automobile. Mais j'avais un plan. J'allais pas être vendeur longtemps. J'allais devenir gérant quand même assez rapidement, puis faire mon chemin, puis éventuellement avoir un concessionnaire automobile. C'était le gros plan.
Mais bref, ça a été assez rapide. Je suis arrivé dans un concessionnaire. 6 mois après, on m'a mis assistant gérant. Ce qui était quand même pas mal cool pour un petit jeune qui avait à peine 20 ans, que tout le monde venait voir pour faire les calculs, pour des références sur les options, etc. Donc, c'était quand même cool. Mais je me suis retrouvé avec la phase on va dire, qui définit maintenant le caractère. Tu es un jeune homme, tu as 20 ans, tu es au marché de travail, tu viens d'arriver nouvellement. J'ai la chance d'avoir un poste le fun. 6 mois après, je suis devenu vendeur, assistant gérant. Donc, un autre 6 mois après, on était aux fêtes. Le 23 décembre, qui est un party de Noël au bureau. La veille, ben là, dans le fond, c'est la veille de Noël, mais c'est la veille, c'est le party de Noël au bureau. Le directeur des ventes m'appelle dans son bureau, puis il m'annonce qu'il faut qu'il coupe le poste. De toute évidence, je commençais à prendre trop de place. Je devenais une menace. Okay, qu'est-ce que tu fais avec une menace? Tu déplaces. Et fait qu'il me dit, tu as 2 options, c'est toi qui prends ton 4 %, tu t'en vas ou tu retournes vendeur. Je sais pas, je dirais que peut-être c'est le premier moment que je fais face à un défi fort où ce que généralement les gens vont se laisser prendre par les émotions. Pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas l'expliquer encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis pas laissé pris par les émotions. Je l'ai regardé et j'ai fait comme, je vais te revenir avec une réponse au retour. Dans le fond, qui était le 26 décembre au Boxing Day. Mm-hmm. Je suis levé, je suis sorti du bureau, souriant, comme si rien s'était passé, mais je suis allé voir le plus gros vendeur de ce concessionnaire-là à l'époque, qui était le plus gros au Québec, le plus gros vendeur au Québec aussi. J'allais le voir, puis le gars était 20 ans plus vieux que moi, je n'avais 20, il en avait 40. Je dis, Nick, je m'en vais ailleurs comme gérant, est-ce que tu me suis? Il me dit oui. Parfait, je vais voir le deuxième meilleur vendeur, qui est 10 ans plus vieux que moi. Je dis, Drago, je m'en vais ailleurs comme gérant des ventes, est-ce que tu me suis? Il me dit oui. Parfait. Je fais le party de Noël comme si rien n'était. Je suis arrivé chez nous. J'ai annoncé ça à ma femme, qui était assez capotée un petit peu. Mais j'ai dit, don't worry. J'ai monté un plan. J'ai été dit dans ma tête, il y a un concessionnaire qui est de l'autre bord de la rive, qui a de la misère. Je suis certain que si j'arrive là, puis je lui dis que j'ai ces 2 gars-là qui me suivent, il va me donner un job. Fait que je monte un plan d'affaires, une présentation. Le 26, je rentre à ma job, puis je dis au boss, c'est pour, je vais prendre mon 4 %. Je ramasse mes affaires, je m'en vais. Puis pendant le reste des journées jusqu'au retour de le début de l'année, je prépare mon plan d'affaires. On n'est pas à l'époque des ordinateurs avec une tablette. Il fallait que je fasse ça avec une dactylo, puis aller faire des photocopies, puis tout fait ça à mi-temps. J'ai 20 ans, je m'en vais sur 21, je monte la présentation. Je suis allé la présenter au président du concessionnaire, compétiteur d'où ce que j'étais, puis j'ai fait mon show. Il regarde ça, puis il me dit, si Nick te suit, t'as un job. Et là, j'ai relevé un défi de façon, je dirais, mature, en réfléchissant à un plan d'attaque, en montant une présentation, en allant de l'avant, en y croyant, en n'ayant aucun doute dans mon esprit que si je le faisais, ça allait arriver. Ouais. Et c'est arrivé. Puis je me suis retrouvé là-bas comme directeur des ventes. Un an plus tard, le fameux directeur des ventes qui m'avait remercié, lui a perdu sa job. À l'autre concessionnaire, parce que nous, on a passé dans les moins bons, quand je suis rentré dans la concession, ce que je suis arrivé, au top, dans les meilleurs. Donc, naturellement, c'est l'autre qui a mal paru. Pour moi, ça a été assez intéressant comme premier grand défi dans la vie. À relever, là, ouais. Ah oui, absolument. Puis là, tu as fait un bon bout après ça. Justement, tu as travaillé chez Porsche. Tu as fait un bon bout dans l'automobile. Tu as monté, tu as roulé ta bosse, si on veut, jusqu'à 2006-2007, où là, il y avait une ambition de justement avoir ton propre concessionnaire. Exactement. Après tant d'années je dirais, à développer, à être gérant général, chez Ford, après ça, ainsi de suite, chez Porsche. J'ai 13 ans chez Ford, puis 8 ans chez Porsche. J'étais arrivé au moment que c'était le temps d'arrêter de faire de l'argent aux autres, puis de le faire pour moi-même. En 2007, j'ai commencé à travailler sur le projet, donc à ramasser des investisseurs. J'avais plusieurs millions de relevés. On a commencé des négociations avec des concessionnaires en fin 2007, début 2008. Ça a commencé à avancer jusqu'à des lettres d'intention. Quand les lettres d'intention sont sorties, j'ai quitté mon poste de Porsche parce que là, je tombais officiellement en conflit d'intérêts.
Et, puis, j'avais 2 concessionnaires que les lettres d'intention étaient officialisées. On était en due diligence. On allait chercher les autorisations chez les manufacturiers. On avait un 3e encore en pourparlers. Et fameux été 2008 a frappé. 2008, le crash. Le crash, exactement. Et puis, moi, je me suis retrouvé complètement ramassé par l'ouragan. L'ouragan que c'était à cette époque-là, dont les manufacturiers automobiles américains sont tombés sur la protection de la faillite. Les offres que j'avais, c'était sur les concessionnaires américains. Donc, ces transactions-là sont tombées à l'eau. Avec le marché qui est tombé, les investisseurs ont complètement retiré leur support temporairement. Moi, qui avais leveragé la majorité de mes avoirs pour financer le légal, les due diligence, etc. Je me suis retrouvé captif en plein dans le milieu. J'étais pas capable de me retourner dans mon poste précédent parce qu'avec la panique des marchés, personne ne voulait embaucher un gros poste majeur. Donc, tout ce que j'avais accompli, mettons, de l'âge de 20 ans à l'âge de 40 ans... Ça a comme été wipé. Là. Ça a wipé. C'est ça, exactement. Ce que j'ai aimé la dernière fois quand on s'est parlé, c'est l'exemple parce que pour ceux qui connaissent bien Alain, c'est quelqu'un qui... il n'y a pas beaucoup d'autres choses dans la vie, mais pas beaucoup de vices, si on peut dire ça comme ça, mais les voitures, c'est un peu ton dada. Puis là, à ce moment-là, tu conduisais une Bentley Continental, c'est ça? Continental GT. Puis là, tu as passé de la Bentley à la Pontiac Vibe. Exactement. Exactement. C'était un assez gros choc pour moi. On avait aussi des avoirs, une belle maison sur le golf, etc. Mais une chose qu'on réalise avec le temps et avec l'âge, on peut avoir une grande maison immense, une petite maison, les gens ne la voient pas. La voiture, c'est notre carte de visite. C'est ce que les gens voient. Puis souvent, ils vont mesurer un peu. C'est comme la Rolex. Aujourd'hui, on ne porte plus de Rolex. On porte des Apple Watch ou pas de montre. Mais la voiture, ça reste la carte de visite qui définit un peu le succès de l'individu qui est devant toi. Puis des fois, l'image de cet individu-là aussi. Donc, ça t'a fait prendre un peu un coup d'humilité, si on veut, un peu? Le total, le prix d'humilité, parce que j'avais des enfants qui étaient adolescents ou jeunes adultes, qui pour eux autres, c'était un coup dur. Difficile, c'est difficile, eux autres. Là. Ils ne croient pas à se relever. Ils voient juste la chute. Puis la chute était dure, la chute était difficile. Puis ils n'ont pas nécessairement la compréhension non plus que... Ils l'ont pas. Pour eux c'est un échec. Là. C'est à l'âge où les parents des autres sont toujours plus cool que ses propres parents. On essaye de tout faire, mais les autres, ils disent oui à tout, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Vous autres, ce jour, puis là, pouf, ça arrive en plus. Ça a été assez difficile pour eux. Le bon côté, c'est cet esprit-là de croire que tout est possible, qu'il n'y a aucun défi assez haut qui peuvent être relevés, que si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Je ne parle pas de tout perdre, mais je pense de tout monter, puis de monter peut-être plus intelligemment puis plus solide pour la deuxième fois. Mais tout grand homme va tomber à l'occasion puis va remonter, puis c'est ça qui fait des gens forts. On va prendre Walt Disney comme exemple. Je pense qu'il a fait 4 faillites, Walt Disney. Même Pelado, le Journal de Montréal, Pelado Senior, il a fait plusieurs faillites. Pierre, Monter, descendre puis remonter va toujours être beaucoup plus solide puis amène beaucoup plus d'expérience puis de sagesse versus des gens linéaires. Oui. Puis ça, c'est intéressant que tu en parles parce que dans les médias, présentement, il y a certaines célébrités québécoises qui ont fait faillite récemment. Il y a Caroline Néron, Alexandre Taillefer avec Théo Taxi. Puis souvent, les gens, en tout cas pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui les jugent fortement puis qui vont les critiquer, tout ça. Ouais, mais ça c'est la nature québécoise. Ouais, t'as un bon point là-dessus. Mais c'est intéressant, tu sais, de ton point de vue, toi, c'est quelque chose qui est formateur, puis tu sais, c'est de le voir de cette façon-là. Je pense aussi que ça peut être gagnant de se dire, tu sais, il y a des avantages à ça. Pas des avantages, mais je veux dire, ça forge l'identité, ça forge un peu de résistance. Ou c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense que c'est de l'expérience. Comme un athlète là, un athlète olympique qui va gagner une médaille, là, qui fait des flips en ski. Imagine le nombre de fois qu'il a tombé pour devenir un champion.
Ou un boxeur. Il s'est jamais rendu à gagner une médaille d'or sans jamais avoir tombé. Ouais, c'est de briser, fracturer quelque chose. Ouais. Puis c'est de se faire mal, puis de réaliser qu'on peut se relever, qui nous rend encore toujours plus forts. Ouais. Et de ne jamais tomber peut devenir fragile à la longue. Fait qu'il y a des histoires de succès linéaire où ce qu'on part d'une base, puis on va monter, puis on a un succès, puis on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de chute. Ouais. T'en as quelques-uns des Zuckerberg. Des Zuckerberg, ou même au Québec, on en a quelques-uns. Mon bon ami Luc Poirier, c'en est un. Oui, Luc, absolument. Qui est quand même assez... Même si Luc a eu un peu montagne russe, c'est quand même assez linéaire. C'est pas une personne qui a tout perdu puis qui a tout remonté. C'est quelqu'un qui mettait tout sur la table. Absolument. Il était all-in. Ouais. Puis le all-in a fait que ça lui a rapporté. Ça, c'est un autre visionnaire fou. Luc, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Puis c'en est un aussi qui est sky's the limit. Il croit. Là. J'ai été des fois avec lui sur des projets. Puis c'était incroyable comment est-ce qu'il voyait puis il croyait. Quand tu faisais comme « je ne vois pas comment est-ce qu'il va faire ça », mais il réussissait. Est-ce que c'est un fan de Star Wars aussi? Non, je pense que lui, c'est naturel. C'est naturel, il est tombé dedans. He's born with it. C'est comme l'Obélix. Il est tombé dans la marmite, de la pensée positive, puis de croire à l'impossible. Puis Luc, il fait ça tout seul. C'est quand même assez incroyable. Moi, il y a eu comme un kick moment, puis lui, je pense que c'était juste dans son sang. Puis justement, tu dis le kick moment, ça a été comme un élastique, t'es comme tombé, puis ça t'a propulsé plus haut, en fait. Moi, ça a été une pensée qui m'est venue juste à l'esprit, à un moment donné, dans le découragement. Je dirais, j'ai été 3 mois vraiment découragé. Là. 3 mois, parce que t'as pas le goût de parler à personne, puis tu peux pas croire ce qui vient de se passer, puis tu te dis, my God, je vaux plus cher mort que vivant, puis what the hell happened? Je veux dire, c'était juste un 3 mois. 3 mois, c'est quand même assez vite, là, parce qu'il y a des gens qui s'en relèveront jamais de ça. Ouais. Mais je dirais que ce qui me revenait toujours dans ma tête, c'était « mais j'ai réussi. Si le marché ne crashait pas, que moi, je n'avais pas de contrôle dessus, j'ai réussi. C'était là. Je le touchais, là. Tu sais, c'est comme tu as finalement ta maison sur le bord de l'océan, puis un ouragan vient, puis il la ramasse. C'est pas parce qu'elle l'a ramassé que the dream is over. L'assurance va en reconstruire un autre. Tu as quand même réussi à avoir ta maison sur le bord de l'océan. Ouais. Right? Fait que moi, c'était un peu comme ça. C'était, mais j'ai réussi. Ça a juste été wiped out, mais j'ai réussi à convaincre les investisseurs. J'ai réussi à m'amener jusqu'à ce point-là. J'ai réussi. Les biens matériels, si on veut, ont été wiped out, mais l'expérience dans ta tête n'est pas wiped out. Le matériel, tu te réalises qu'après ça, c'est irrelevant. Right? You can buy, you can sell, you can lose and rebuy, whatever. Tu sais, c'est comme, tu te fais comme s'il n'y a rien là. Mais c'est plus, tu fais de l'auto-évaluation de la situation, pas la situation financière, mais la situation réelle. Puis tu te dis, mais j'ai réussi. Tu sais, c'est comme si j'avais compté le but gagnant en finale de la Coupe Stanley, mais on l'a refusé pour une mauvaise raison. Puis l'équipe adverse a finalement fait un but de l'autre bord, puis on l'a perdu, la Coupe. Mais en réalité, là, si on regardait les reprises étaient permissibles, on aurait gagné. C'est déjà arrivé à Dallas en passant cette histoire-là. Tu sais, le but était refusé, mais en réalité, le but était bon. C'est comme si, à la fin, tu t'évalues, tu te dis, on l'a quand même techniquement gagné. C'est une bad luck qui a fait qu'on ne l'a pas gagné. Fait que pour moi, ça a été ça dans ma tête. Parce que je me suis dit, une chose qu'on se répète beaucoup quand on vieillit, c'est on se dit, si quand j'avais 20 ans, si je savais tout ce que je sais aujourd'hui à 20 ans, je serais incroyablement riche. Je me suis dit, mais voyons donc, je suis encore jeune. Je ne suis pas at the end of the road. Donc, je sais déjà tout. J'ai tout dans la tête. Je connais les contacts. Je sais comment faire l'argent. Je sais comment rouler une business. Je sais comment créer des opportunités. J'ai juste besoin de tout redémarrer. Puis je te dirais, le grand positif que les gens doivent apprendre de ça, pour tous ceux qui ont des échecs dans la vie, c'est de ne jamais le montrer. Puis je reviens à ma leçon à 20 ans, que je me venais de manger la claque par l'assistant gérant, puis je ne suis pas sorti en allant voir c'est un ci, c'est un ci, c'est un ça, c'est pas nanana. Comme il y a beaucoup de gens qui vont faire quand ils apprennent une mauvaise nouvelle, puis ils vont être hyper négatifs, hyper drastiques, fin du monde, puis ils vont se faire mettre dehors, puis ils vont se faire détester par tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui ont des échecs comme moi j'ai vécu, puis au lieu de faire comme si rien n'était, ils vont aller se plaindre à tout le monde de ce qui est arrivé. Ils vont essayer de demander de l'aide à des gens. Et peux-tu m'aider? Nanana, j'ai eu ça. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils repoussent tout le monde. Puis ils tombent encore plus deep dive down à un point qu'ils ne pourront jamais se relever. Puis
Puis la confiance, elle est brisée alentour d'eux. Mm. Moi, je ne l'ai jamais fait paraître. Jamais. Puis aujourd'hui, je te raconte ça parce que ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans d'être ça. Puis la majorité des gens qui étaient près de moi, ils ne l'ont jamais réalisé. Puis quand j'avais changé de maison, j'ai juste dit que j'avais plus besoin de ça. On a coupé, puis whatever, parce qu'on avait d'autres projets. Ouais. Puis la voiture, ben, j'étais allé me chercher des contrats de consultation dans des conseils automobiles. Je me suis fait fournir des voitures haut de gamme, donc c'était... T'as jamais paru? Oui, il y a eu la Pontiac Vibe. C'était la mienne. Mais pas longtemps. Mais elle était là, mais j'avais un M3 pour me promener avec, parce que c'était le deal que j'avais de consultation que j'avais été prendre. J'ai toujours trouvé le moyen de garder l'illusion that I never fell, que j'ai jamais tombé. Puis ça, c'est important. Parce que premièrement, c'est bon pour l'estime de soi, parce qu'on se sent toujours en confiance. On se sent toujours un corps comme un pan devant les gens. C'est pas se mentir à soi-même. C'est de continuer à croire. C'est de continuer à croire puis de laisser voir aux autres que tu es toujours en confiance. Comme ça, quand la journée qu'une opportunité va se présenter, parce que tu ne sais pas quand une opportunité va se présenter, tu ne peux pas la prévoir, tu ne peux pas la prédire, mais il y a toujours une opportunité qui va se présenter. Mais la journée que l'opportunité va se présenter, tu peux aller voir qui tu veux. Ils vont embarquer parce qu'ils n'ont jamais su ce qui est arrivé. Parce que fondamentalement, tu es la même personne. Ouais. Puis les outils sont restés dans ta tête. Les outils sont restés là. Tu as développé les compétences au fil du temps. Puis quand tu es prêt, tu es prêt. Tu y vas de l'avant, tu présentes ton cas. Tu es pareil comme quand j'avais 20 ans, tu présentes ton plan d'affaires. Tu vends ton plan d'affaires, les gens ils l'achètent, and you move along. Puis on passe aux prochaines étapes. Nice. Puis la prochaine étape pour toi, justement, ça a été après ça, Arobase Personnel, qui est l'entreprise que tu es maintenant le CEO. Oui. Puis tu as commencé comme employé, en fait, je pense. Tu as présenté un plan, justement, un peu pour améliorer l'entreprise, pour amener de la valeur. Exactement. Ça, c'est une autre leçon d'affaires quand tu veux créer des relations avec des gens, de leur apporter de la valeur upfront, ça va t'ouvrir des portes, je pense. Exactement. Puis c'est ce que tu as fait avec Arobase Personnel. Conte-nous un peu justement la chronologie, si on veut, de ça. Mais ça, un peu, quand l'opportunité s'est présentée, naturellement, j'étais dans la transition entre l'automobile qui venait de terminer. J'étais sur un contrat de consultation dans l'automobile, à laquelle, pour moi, dans ma tête, c'était clair que c'était fini l'automobile, mais j'avais encore toutes les compétences pour vraiment aider des concessionnaires, puis quand même de charger des bons honoraires. Fait que je faisais pas pitié comme tel. Mais pour un plan de vie futur, j'avais décidé que je tournais la page, qu'il y avait d'autres opportunités. Fait que le placement de personnel, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un terrain de golf où j'étais membre, qui m'a expliqué après quelques rondes de golf, après plusieurs rondes de golf, où je me suis mis à bien comprendre son modèle d'affaires, j'ai pu lui présenter un plan. C'était stratégique, qui l'avait excité à cette époque-là, puis qui m'a permis de joindre la compagnie en novembre 2009, qui est exactement 10 ans. Aujourd'hui, ouais, ça va faire 10 ans exactement le 9. Novembre. Donc, on est dans le 10 ans. Puis, c'est ça. Fait que je suis rentré là-bas. On a commencé à faire des changements, à apporter. Il y a eu de l'amélioration. Après ça, on a eu une opportunité d'acheter une autre entreprise. Non, une autre entreprise à laquelle je me suis joint à ce moment-là à l'achat. Puis c'est comme ça que je suis devenu officiellement partenaire dans l'entreprise en 2013. Et en devenant partenaire, là, des chicanes de partenaires commençaient à s'installer. Puis c'est devenu un autre défi. Il y a des gens que tant que tu n'es pas actionnaire, ils n'ont pas de problème, mais quand tu deviens actionnaire, ils deviennent un peu control freak ou whatever la raison. Il y a eu un peu de conflits, de difficultés. Donc en 2015, on a décidé de prendre un chemin séparé, mais via un shotgun. OK. Donc, la close shotgun, pour ceux qui ne savent pas, explique-nous un peu c'est quoi. La close shotgun, c'est quand il y a deux actionnaires dans une entreprise puis qui veulent se séparer. La partie la plus difficile dans une entreprise, c'est de déterminer la valeur. Le shotgun, c'est une façon de déterminer la valeur de l'entreprise, puis que l'actionnaire opposé décide de l'accepter ou de ne pas l'accepter.
C'est un one-shot. Pourquoi ils disent shotgun? Parce que c'est pareil comme dans le bon vieux temps où chacun partait avec son pistolet de chacun de coupe d'un bord, puis il se revirait de bord, puis il tirait. Il y en a un qui réussissait à frapper la cible, l'autre non. Donc, c'était juste un coup. Il n'y a pas de 2 coups, il n'y a pas de mitraillette, il n'y a pas de « Ah non, je me suis trompé, on va faire un reload, on va recommencer. » Non, c'était juste un coup. On prend un exemple. On est propriétaire, toi et moi, d'une table. La table à laquelle on fait notre entrevue aujourd'hui, notre podcast. Puis cette table-là, il faut qu'on se la sépare, mais on ne peut pas se la séparer. Ouais. Il faut que ce soit un ou l'autre qui apprenne la table. Donc, c'est pas bien compliqué. Donc, ça prend le premier qui va déterminer la valeur. Donc, un des deux va déterminer la valeur. Puis le premier qui le détermine, c'est le premier. Donc, si toi, tu regardes la table et tu te dis, cette table-là vaut 1000 $, fait que ça vaut 1000 $, ben, si je veux racheter l'autre 50 %, il faudrait que je paye 500. Mais là, la question, c'est que si j'y dis que j'y offre 500, lui, il peut me répondre « OK, je prends le 500 », fait qu'il te paye 500 puis t'es out. Ce qui se passe dans un shotgun, c'est que le premier qui offre, c'est pas lui qui gagne. Le premier qui offre, c'est lui qui détermine la valeur. Le deuxième prend l'argent ou donne exactement le même montant à l'opposé. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une offre sous-évaluée parce que ça va te rebondir dans le visage. Puis si tu y tiens vraiment, il faut que tu surévalues. C'est un peu comme ça. Donc, tu regardes la table et tu te dis, si je veux être certain de l'avoir, je vais offrir 600 pour sa moitié. Donc, dans le pire des scénarios, s'il dit non, il faut qu'il me donne 600 pour ma moitié. Donc, je me donne un plus-value pour ma moitié. Ouais. Ou si tu te dis, je ne suis pas certain s'il y a les moyens de me payer, moi, il donner 300 pour sa moitié parce qu'il ne sera pas capable de me donner 300 pour ma moitié. Puis là, tu prends un risque. Et là, tu prends un risque parce qu'il y a peut-être 300 $ que tu ne savais pas qu'il y avait. Ouais. Puis là, tu viens d'évaluer ta moitié pour 300. Puis tu ne peux pas faire comme je dis. Non, OK, c'est beau, je vais t'en donner plus. C'est trop tard. Shotgun, c'est un one-shot. One-shot. Fait qu'on a eu un shotgun entre nous deux. Donc, évidemment, tu as gagné. Moi, c'est ça, exactement. Puis c'est comme ça que c'est repassé. Puis depuis ce temps-là, on a quand même doublé la business. On est encore en croissance. Cool. Ça va très bien. On ne peut pas se plaindre. On a une bonne équipe, du bon monde en place. Super. Pour ceux qui écoutent, qui cherchent justement du personnel en TI. En TI surtout, je pense que c'est ça votre spécialisation, mais @personnel. Vos bureaux, d'ailleurs, sont très inspirants, inspirés de Marvel, des décors de Star Wars. Il y a un vrai R2-D2 fonctionnel, tout ça. C'est assez impressionnant. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu as voulu amener cet aspect-là au bureau? C'est-tu toi qui a amené ça un peu? Ou? Oui, effectivement. La plupart, c'est mes affaires de collection, ma collection à moi. D'autres, c'est de mon fils. Oui, mais je pense que c'est d'amener ces symboles-là près de moi. Parce que c'est toujours le rappel. Ouais, c'est comme des athlètes qui gagnent des championnats, ils ont toujours les trophées près d'eux. Pour moi, c'est ces symboles-là qui m'ont amené mes trophées d'aujourd'hui, qui est, mettons, mon bonheur, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Tout ce que j'ai d'accompli aujourd'hui, ça partit à cause de ça. Donc, c'est toujours un rappel de les avoir devant soi. Donc, on n'oublie jamais on n'oublie jamais le message qui a été convoyé. Donc, on continue avec cette lignée-là. Puis le deuxième aussi point, c'est que nous, dans le recrutement, on est beaucoup à se battre pour le personnel. Très compétitif. Très, très, très compétitif. Puis quand on considère que toutes les firmes se ressemblent, toutes des murs blancs avec un tapis gris, puis bureau brun, c'était de trouver un moyen que les gens, quand ils viennent chez nous, s'en rappellent. Donc, c'était un symbole qui était fort, puis un message qui passait bien. Comme ça, quand les gens viennent chez nous, ils font tous « wow ». Ils sortent de là, ils s'en souviennent. Ouais. Donc, si on travaille pour les placer, ils savent avec qui transige. S'ils veulent nous référer du bon monde, ils s'en rappellent. Ouais. On n'est pas juste une firme qui a passé dans le... C'est un outil de marketing, en fin de compte, parce que le marketing veut pas d'être dans la tête des gens. Là, en même temps, c'est ça. En anglais, on dit un imprint. Ouais. C'est écrit, mais une empreinte là, dans la tête des gens parce qu'ils vont associer. S'il y a quelque chose qui va te marquer, ça va te laisser, tu vas facilement associer. Ouais. Comme un film qui a de la bonne musique, on va associer la musique au film, le film à la musique. Puis les films qui ont beaucoup de succès, ils ont de la musique qui est associée avec. Ouais. C'est un peu la même chose pour nous, c'était de mettre une empreinte. Les gens ils viennent, ils font comme, OK, Aéroport, c'est
les personnages, c'est Star Wars, c'est Marvel. Capitaine America. Exactement. C'est cool. Donc, si on est cool, si on a un environnement cool, mais nous aussi, on est cool. Nice. Puis, j'ai aimé, j'ai écouté un de tes entrevues pour me préparer, puis tu parlais un peu de ta vision d'une entreprise, comme quoi que c'est un peu comme élever un enfant, si on veut. Puis je trouvais ça vraiment une belle comparaison, parce que tu veux que l'enfant soit capable de marcher. Il faut la rendre autonome. Autonome, exact. Exactement. Dans une entreprise, il faut qu'elle soit capable de bouger seule. Il ne faut qu'elle soit définie par son chef, si on veut, mais il faut qu'elle soit totalement autonome. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parlais avec mon banquier, c'est un sujet qu'on a touché. Là. Le problème avec beaucoup d'entrepreneurs qui ne réalisent pas qu'en étant trop près, en étant trop la personne clé de leur business, que leur business n'aura jamais d'autonomie. Mm-hmm. Si le patron n'est pas là, la compagnie n'avance pas. Et les décisions ne se prennent pas. Le day-to-day ne bouge pas. Où le patron prend vraiment trop de place puis il contrôle les gros clients, mais ils se retrouvent, ces gens-là, qui ne sont pas capables de vendre leur business. Ouais. Ils ne sont pas capables d'aller chercher de la valeur pour leur business. Exactement, la valeur diminue, en fait. Oui, parce que la valeur est rattachée à l'individu. Ouais. Donc, si toi, tu n'es plus là, la business vaut pas grand-chose. Exact. Vaut pas grand-chose. Et ça là, pour venir un peu à l'histoire du rachat de mon partenaire, c'était la raison pourquoi j'ai réussi et lui a échoué. C'était pas le fait que surévaluer, sous-évaluer ou autre, c'était plus le fait de tu veux racheter ton partenaire, il faut aller chercher du financement. Si tu veux chercher du financement, bien, le financement vont poser quelques questions. Il va falloir savoir comment est-ce que l'entreprise elle est opérée, combien de fonds restent dans la compagnie, qu'est-ce que le propriétaire se prend comme salaire, etc. Il y a plusieurs composantes à laquelle il va être étudié. Mais quand le propriétaire est trop prenant dans sa business, puis que ce propriétaire-là dit « Moi, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui s'occupe du plus gros client, c'est moi qui... » En réalité, les banques en ont peur. Ouais. Ils en ont peur parce qu'ils disent, voyons, si ce gars-là tombe malade ou cette personne-là tombe malade, parce que gars, c'est défini que c'est juste un homme, là, mais ça peut être une femme, là, mais si cette personne-là tombe malade, bien, la compagnie n'avancera pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relève. Là. S'il n'y a pas de relève, bien, on ne peut pas financer. Là. Ouais. Et demain, il n'y a pas de revenus. Le risque il est trop grand, en fait. Il est trop grand, exactement. Étant donné que moi, je prône bâtir l'indépendance, bâtir des équipes. Puis c'est quoi tes trucs, justement, pour ça, pour bâtir l'indépendance, déléguer? Déléguer. C'est pas... c'est un des dangers de l'actionnaire ou du propriétaire d'une compagnie, c'est qu'il veut faire de l'argent vite. En réalité, c'est pas de faire de l'argent, c'est de bâtir de l'équité. Puis pour bâtir de l'équité, c'est comme si j'ai une propriété, ben je vais la rénover, je vais mettre de l'argent dedans, je vais mettre du marketing pour la remplir, je vais dépenser, puis je me dis, ma vraie argent sur ma propriété, c'est pas la différence entre les loyers chargés, puis l'hypothèque et les taxes et autres. Le vrai gain, c'est la journée que je vais la vendre pour un multiple plus élevé que le multiple à lequel je l'ai acheté. Mm-hmm. Donc, c'est que je fasse 1 $ de profit, 0 de profit, ou même moins 1 $ de profit, c'est sans importance si je le remplis puis j'augmente mon taux de mon pourcentage de taux de location puis mon taux de loyer, ben je vais augmenter sa valeur puis je vais aller chercher de l'équité sur la propriété. Puis quand je vais la flipper puis je vais prendre mon équité, et là, mon vrai revenu. Ouais. C'est ça le vrai revenu. Fait que c'est la création de valeur. C'est la création de valeur. Puis un entrepreneur, la majorité des entrepreneurs ont de la misère à comprendre que la vraie richesse, c'est leur compagnie l'ont compensée à 0, puis un jour, ils peuvent la vendre 10 millions. Ou 50 millions. Puis si tu prends ce montant-là vendu versus qu'est-ce qu'ils ont mis du départ divisé par le nombre d'années travaillées dedans, et là, le salaire. Mm-hmm. Ouais. Le reste, c'est... T'es pas nécessairement celui qui est supposé de gagner le plus dans ta compagnie. Parce que c'est toi qui crée de la valeur. Les autres n'ont pas de valeur. Donc, c'est pas toi qui devrais avoir le plus haut salaire. Ceux qui ont les plus hauts salaires, c'est ceux qui travaillent. Ouais. C'est ceux qui t'enrichissent ta valeur. Wow, c'est tellement une belle vision, ça. T'investis dans ton enrichissement. Mm-hmm. C'est comme investir dans une belle cuisine ou dans plusieurs cuisines dans un bloc appartement pour aller chercher plus de loyer.
plus de loyer puis la vendre beaucoup plus cher après. Ouais. Que de dire, oh non, là, je vais m'enlever 1000 pièces de revenus par mois, m'enlever 2000 de revenus par mois, puis que ça, je me paye un auto, me paye ici. S'en fout. C'est la vraie valeur, c'est la prise de valeur. Oui, puis ça, c'est le danger de voir trop limité. Comme tu dis, si tu t'arrêtes juste au chiffre ou quoi que ce soit. C'est pas short term, c'est long term. Exactement. Tu vois ta vision long terme, tu te dis, je vais créer de la valeur en faisant ça. Puis... Moi, je regarde, je me dis, bon, ça fait 5 ans, j'ai la compagnie à 100%. Puis en 5 ans, combien est-ce qu'elle valait quand on l'a achetée, puis combien est-ce qu'elle vaut aujourd'hui. Puis je prends cette valeur-là, je la divise par 5, je me dis, wow! C'est un bon revenu. Ouais. Un très bon revenu. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne la dépense pas. Ouais. Elle est investie dans le business, puis elle reste dedans, puis elle continue à croître dans sa valeur. Puis tu ne t'assois pas là-dessus non plus. Vous avez encore des beaux projets, On a plein de projets, mais c'est en laissant l'argent dedans, puis en laissant prendre de valeur, ça nous permet de faire d'autres projets qui continuent à augmenter l'enrichissement, puis l'équité, puis la valorisation. Pendant ce temps-là, je ne suis pas le plus haut salarié. Mon fils fait plus d'argent que moi. Mais c'est vrai. Je veux dire, je ne suis pas le plus haut salarié de la place. Pendant des années, j'étais même le plus petit salarié de la place. Donc, c'est pas le salaire qui est important. Le salaire est... Des fois, les gens ne le voient pas. Hein? Des fois, les gens, ils voient un entrepreneur se disent c'est lui qui fait le plus d'argent tout de suite, mais non, mais la perception des gens, ils vont toujours le croire. C'est correct qu'ils le croient, Mm-hmm. ça, parce qu'en réalité, oui, on le fait par définition, parce que si tu prends la valorisation, puis le revenu, puis les dépenses qu'on se rembourse comme propriétaire, qu'un autre ne fera pas, le réel, c'est que oui, on en fait beaucoup plus. Ouais. Mais ce que je te parle, c'est la perception du propriétaire lui-même d'entreprise, que lui pense qu'il a du succès parce qu'il se prend 300 000 de salaire, quand en réalité, il est en train d'amputer sa compagnie. Exactement, oui. Il n'est pas en train de l'aider. Lui, il veut avoir tout de suite la grosse maison, puis son chalet, puis son bateau, puis sa grosse Mercedes, puis il veut montrer à tout le monde qu'il fait de l'argent. Puis pendant ce temps-là, il ampute sa business, puis premier challenge que sa business a frappe, il risque de la perdre. Surtout, exactement comme en 2008, par exemple, quand un crash arrive, puis si ta business, tu retires tout le jus, mais quand les temps durs arrivent, ben là, tu n'es pas prêt. Exactement. T'es pas prêt à te Puis moi, à ce moment-là, c'est parce que j'ai investi pour une business. J'avais même pas une business qui avait une valeur. J'avais choisi de prendre cette équité-là pour bâtir de l'équité, puis l'équité est disparue dans le crash. Mais tu sais, ça, c'était comme un test qui a passé. Ouais. Mais ces tests-là font que quand tu deviens l'entrepreneur par après, puis le fait que tu t'es ajusté aussi, le fait que tu as réajusté ta vie, que tu as laissé tomber les grosses bébelles, ça a pris beaucoup de temps avant que je me rachète des belles bébelles, des belles voitures, parce que c'était pas important au début. Mais après, quand là, les écarts commencent à monter, puis je dis, OK, là, je pense que là, je peux le faire. Sans compter qu'en plus, comme tu le mentionnais plus tôt, j'ai pas vraiment de vice. Donc, je vais pas dans un casino, j'achète pas de billets de loterie, je bois pas, je fume pas, je me suis jamais drogué de ma vie, je me suis jamais saoulé de ma vie. Jamais. C'est pas arrivé une fois. Donc, fait que j'ai pas là, comme sauf une fois au chalet. Même là, pas, non, même jamais. Pas. Zéro. Zéro. La seule chose que j'ai faite, c'est pris une puff d'une cigarette. Je pense à 14 ans, je pensais crever. Donc, ça n'arrive pas, ces choses-là. Pour moi, c'est loin. Là. Je veux dire, je prends un petit peu de vin avec ma femme, mais ça, je pense que j'ai pas bu de vin. J'ai commencé à boire après 40 ans. Avant ça, j'en buvais même pas. Donc, c'est très peu. Fait que quand tu as une vie saine, mais là, mes enfants sont tous grands, sont tous partis, donc j'ai plus de coûts d'université, de cégep, de ci, de ça. Je dis, OK, c'est le temps de se gâter. Ouais. Puis, je suis curieux pour toi, est-ce qu'il y a des habitudes qui sont importantes, la routine ou en tant que tel, tu dis que tu as un mode de vie sain, faire attention à l'alimentation, tout ça. Est-ce que tu te réveilles tout le temps à la même heure? As-tu une certaine routine? C'est quoi les habitudes un peu? Non, c'est de bien découper ce qui est stress puis ce qui est non-stress. OK. C'est-à-dire, il y a des gens qui restent trop ancrés dans le stress de leur routine quotidienne. Moi, je vais le découper avec beaucoup de lectures puis beaucoup de vidéos fantaisie ou de lecture fantaisie aussi. D'être capable de faire la coupure, OK, on n'est plus à job. Non, parce que j'écoute des Star Wars, des Marvel, des whatever, je suis déconnecté de la réalité. Pendant que je suis déconnecté de la réalité, c'est une façon de ressourcer mon esprit. De le reposer. Là. Exactement. Comme ça, quand tu reviens à réfléchir, tu réfléchis beaucoup mieux. Ouais. Moi, je pense beaucoup à la spontanéité, à tête reposée, tu prends de meilleures décisions que quand tu es constamment en train de repasser les scénarios dans ta tête. Plus tu les repasses, plus ça devient confus. Plus c'est confus, plus tu hésites. Plus tu es porté à faire des erreurs.
Étant donné que si ton esprit est sain puis est reposé, c'est-à-dire que tu l'as déconnecté du stress quotidien puis tu l'as envoyé dans un autre angle. Pendant qu'elle est concentrée dans un autre angle, elle se repose. Puis quand tu y reviens, bien, elle est rapide, elle est capable de prendre une décision. C'est comme ton corps. Tu ne pourras pas t'entraîner 12 heures consécutives. Ton corps va te lâcher. Ça te prend du repos, là. Besoin du repos. Mais le cerveau, c'est la même chose. Ton esprit, mais je dis cerveau ou ton esprit positif, c'est la même chose. Il faut que tu lui laisses le temps de recharger avec une vraie distraction. Quelque chose qui te sort de ta routine, là, pas de réécouter un film de business là, qui va te faire penser pendant que tu l'écoutes à ta vie. Que ce soit complètement comme un détachement. OK. Ça, c'est intéressant parce que des fois, on vit dans une culture, maintenant, l'entrepreneuriat, c'est populaire, entre guillemets. Là. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en affaires. Puis des fois, tu veux trop que ça peut te nuire ultimement, dans le fond, de ce que tu dis. Il faut avoir un équilibre, il faut balancer avec un peu de repos, d'autres choses. Absolument. Il faut que ton esprit soit toujours reposé pour que ce soit plus efficace. Plus efficace. Exact. Nice. Sinon, comment... Rester focus, j'avais une question pour toi. Comment rester focus et confiant sur ta vision quand il y a des obstacles qui se présentent ou des petits... on le sait, là, toujours la vie s'ajuster. En business. Ouais, toujours s'ajuster. Toujours s'ajuster. C'est ne pas croire que, même si tu as une vision de où ce que tu veux te diriger, ne pas croire que le chemin est droit. Je prends mon auto, je décide, je m'en vais en Floride, je peux planifier sur Google Maps le chemin, puis le chemin va me dire exactement le temps. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Il va peut-être avoir un détour sur quelque part. Il peut avoir un détour, pas une réparation, il peut avoir un accident, il peut avoir une crevaison, il peut avoir une panne mécanique, il peut avoir toutes sortes de scénarios qui font que... Mais ça ne veut pas dire que lorsque ça arrive, que tu fais comme « Oh non, my God, c'est fini ». Non, tu tombes en mode solution, tu t'ajustes, parce que tu continues sur ton chemin, puis tu n'es pas découragé parce que tu es arrivé 5 heures plus tard ou 12 heures plus tard, etc. Tu as quand même atteint ton objectif. Fait que pour moi, c'est la même chose en affaires. Je lâche jamais le focus, mais mes focus sont toujours loin. Je pense qu'on en a parlé à un moment donné. Moi, mes objectifs, ce pas des objectifs d'un mois, d'une semaine, de 6 mois. Mes objectifs, c'est des objectifs de 5 ans puis de 10 ans. Je pars de 10, je tombe à 5, de 5 à 3, de 3, 2, 1. Puis en bas de 1, je dispatche ça à mes gens. C'est eux autres qui vont faire le breakdown. J'ai trouvé un point intéressant, justement. Tu disais, je pense que un employé, généralement, va avoir une vision plus au jour le jour. Tu vas lui demander dans 1 an, tu vas être où, puis il ne sait pas trop. Un gestionnaire va penser plus en termes de 1 an, maximum 2. Puis un entrepreneur, justement, il faut que sa force, ça soit de voir 3 ans et plus loin. Là. Exactement. C'est le terme visionnaire. Pour une vision, ça veut dire qu'on regarde beaucoup plus loin. C'est comme les pilotes de course. Pour pouvoir rouler à 300 km/h, ça veut dire que tu regardes kilomètres en avant de toi. Tu ne regardes pas 100 mètres en avant de toi, tu regardes des kilomètres en avant de toi. Puis plus tu regardes loin, moins tu as la perception de la vitesse. Plus tu regardes proche, plus tu as l'impression que ça va vite. Ça, tu peux faire l'exercice assis comme un passager dans une auto, puis regarde loin, loin, loin en avant, le plus loin que tu peux voir clairement, tu auras l'impression qu'une auto sur l'autoroute à 120 km/h qui ne roule pas. Mais baisse tes yeux, puis regarde le sol à ta droite, puis regarde les lignes à quelle vitesse qui passent, puis l'asphalte va passer, puis tu vas être étourdi la vitesse que ça avance. Mais la majorité des gens avancent dans la vie sans regarder très loin. Fait que s'ils ont l'impression que tout bouge trop vite, ils n'ont pas le temps de réagir, ils sont stressés quand quelque chose se passe, ils ne savent pas quoi faire. Ah là, je sais pas quoi, là, c'est arrivé, là, il y a une urgence, puis là, je sais pas quoi faire, là, t'appelles ta mère, t'appelles ton père, t'appelles ton ami, t'appelles ton chien, tu sais pas quoi faire. Parce que tu n'as pas de perception de distance. Donc, tu n'es pas capable de placer le moment présent sur la carte, la carte distante. Pour moi, c'est comme ça que je vois mes challenges de tous les jours. Donc, même si je roule avec mon auto, si je vois un nid de poule qui va être en avant, ben, je vais peut-être ralentir, le contourner puis continuer pour éviter un bris. Donc, si je suis un entrepreneur puis que je vois qu'il y a peut-être un risque avec un move, même si je pense que c'est le move qui peut me faire avancer, mais je crois qu'il est trop risqué, ben, je vais le laisser faire puis je vais retarder l'avancement pour prendre le prochain sans jamais oublier le chemin qu'on va prendre. Donc, c'est pas un plan à court terme. Je ne cherche pas à transformer ma compagnie en 3 mois. Je cherche à la transformer par tranche de 5 ans. Si à la fin d'un 5 ans, j'ai atteint l'objectif ou tout près, ça veut dire que tout a été fait comme c'était supposé d'être fait. Puis tu as été assez patient pour... faut que tu sois patient, mais faut en même temps...
Être un entrepreneur, c'est de prendre des risques puis de vouloir avancer. Donc, c'est un mélange de patience, puis c'est un mélange de Est-ce que tu suis un peu Gary Vee? Des fois, Gary Vaynerchuk, lui, il dit le macro patience puis micro speed, d'avoir la patience sur le long macro, terme. Ouais. Mais à chaque jour, d'aller le plus vite que tu peux puis d'être le plus performant, si on veut. Je dirais que c'est ça, parce que l'entrepreneur, il faut que tu sois fearless, sans peur. C'est-à-dire que si tu as quelque chose à prendre, tu as une décision à prendre right now, tu prends la décision puis tu calls la shot rapidement. Ouais. Donc, il faut que tu sois capable d'être rapide, pas impulsif, rapide. Mais c'est facile d'être rapide si tu connais ton chemin, où tu veux aller. Ouais. Ta destination est claire. Là. Ta destination est claire. Tu sais que si tu fais ce move-là, que ça t'amène soit plus proche ou ça t'éloigne de ton... Je peux faire une piste régulièrement à Tremblant, puis à un moment donné, je fais la même piste, mais ils ont mis une chicane. Quand la chicane arrive, il faut que je la ralentisse, il faut que je contourne la chicane, puis je repars. Mais je sais que je vais faire mon tour de piste pareil. Je vais juste prendre peut-être 5 secondes de plus. Parce que je suis obligé de ralentir puis contourner la chicane. Mais à la fin, je vais faire quand même mon tour. Fait que c'est pas parce que la chicane arrive que tu fais comme « Oh my God, what do I do? » Il faut que j'arrête le tour puis je regarde vraiment puis que je sorte avec mon tape à mesurer. Non, je la vois venir, la chicane, puis elle est là, devant moi. Donc, réflexe. Mais les réflexes sont simples si tu sais le reste du chemin qui va venir après. Puis selon toi, avec l'expérience, c'est sûr que tu t'es vois venir plus facilement, si on veut, les défis ou les obstacles. Selon toi, y a-t-il une façon qu'on peut développer ça, être capable de voir les obstacles mieux, à part l'expérience, là, c'est sûr que ça... C'est l'expérience, exactement. C'est l'expérience, exactement. C'est comme quelqu'un qui est fort sur les half-pipes, c'est parce qu'il est tombé souvent. Puis, Puis à force de tomber, il a appris à ne pas tomber. C'est ça, dans le fond. Comme le la crainte de tomber va faire que l'athlète ne pourra jamais se il faut que l'athlète n'ait pas peur de tomber et que lorsqu'il tombe, il soit prêt à se relever. Puis la majorité des pilotes, là, un champion de Formule 1, un champion du monde, dis-toi qu'il a déjà frappé le mur. Plus qu'une fois. Ouais. Donc, c'est évident que tu dois cogner pour apprendre, pour aiguiser encore plus tes réflexes. Parce qu'il faut que tu sois sans peur, mais en même temps, il faut que tu saches que le danger est là. Tu sais, c'est l'équilibre. Sois fearless, mais you know there's danger. Ouais. Il y a beaucoup de dualité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est énormément de dualité. Même dans les films, c'est ça aussi qui fait un bon film, souvent, c'est la dualité entre le bien et le mal, tout ça, c'est bien intéressant. Fait que sur ça, on est vendredi soir. Oui. Je ne veux pas prendre trop de ton temps. Merci beaucoup, Alain, d'être venu au podcast. Puis pour les gens qui veulent te suivre, Instagram, Facebook, où est-ce qu'on te suit? Instagram est public, fait que lui, oui. Facebook est privé, donc c'est un peu plus difficile, mais Instagram, oui. Instagram, si les gens veulent voir... À Moscovaki, puis ils peuvent fouiner les quelques images. Je ne suis pas un gros social media, là, si on veut. Mon fils, il l'est pas mal plus. Qu'on peut suivre. Sinon, ton fils, c'est Jonathan de Moscovaki. Oui. Donc, excellent. Fait que merci encore, Alain, puis salut tout le monde, à la prochaine. Au plaisir, merci.